Bienvenue dans ce 5e épisode consacré à NumPy. Dans celui-ci, nous allons voir le slicing conditionnel et le squeeze. Avant toute chose, nous devons importer NumPy dans notre notebook. Donc comme à chaque fois, import NumPy as np. Et on est parti pour le slicing conditionnel. Alors, sachez qu'il est possible d'utiliser des structures conditionnelles sur nos ND-arrays pour récupérer un nouvel ND-array contenant des booléens. On va prendre un exemple ici. Je vais instancier une matrice 4, 4 et je vais essayer de trouver tous les éléments qui sont supérieurs à 6. Donc, j'instancie ma matrice 4, 4 ici. Je vais vous montrer sa valeur. On va mettre matrice B, hop, comme ceci. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et à présent, on va écrire une condition nous permettant de connaître les éléments qui sont supérieurs à 6. Pour ça, on va écrire le nom de la matrice, donc ici matrice B, et on va écrire notre structure conditionnelle, c'est comme en Python, c'est exactement la même chose, matrice B supérieure à 6. Qu'obtient-on? On obtient une matrice 4, 4 avec des éléments à false et des éléments à true. Les éléments à false sont les éléments qui ne répondent pas à la structure conditionnelle et les éléments à true sont ceux qui répondent bien à la structure conditionnelle. 1 est inférieur à 6, donc c'est à false. 2 est inférieur à 6, donc c'est à false. 3 pareil, 4 pareil, 5 pareil, 6 n'est pas supérieur à 6, 6 est égal à 6, donc là, ici, pour notre structure conditionnelle, c'est à false. Et par contre, à partir de 7, 7 est supérieur à 6, donc on a true. 8 est supérieur à 6, on a true. Et puis là, de toute façon, comme toutes les valeurs sont supérieures à 6 à partir de là, on a true partout. Donc, vous voyez que grâce à l'écriture de cette structure conditionnelle, on obtient une matrice de même dimension et pour chaque élément, on a un booléen correspondant à notre condition. Ici, tous les indices où les valeurs de matrice B étaient supérieures à 6 sont à true et les autres sont à false. On va prendre un second exemple, on veut connaître les éléments de la matrice qui sont pairs. Pour ça, on va réécrire une structure conditionnelle, matrice B modulo 2 est égal à 0. Ici, ce n'est pas le égal de l'affectation, quand il y a deux valeurs égales. Ici, c'est pour une structure conditionnelle pour tester l'égalité. On réobtient ici une matrice 4, 4. Et là, vous voyez, on a une colonne de false, une colonne de true, une colonne de false et une colonne de true. Alors, c'est très simple. Tous les éléments ici qui sont dans cette colonne sont pairs, ici également. Et par contre, pour la première et la troisième colonne, ils sont impairs. Alors, regardons. La première colonne, on a 1, 5, 9, 13, donc c'est impair. La troisième colonne, on a 3, 7, 11, 15, c'est impair. Et par contre, vous voyez que pour la deuxième et la quatrième colonne, on n'a que des valeurs paires. Donc ici, nous avons des colonnes de false et des colonnes de true, représentant les valeurs qui sont paires et les valeurs qui sont impaires. Des conditions peuvent être établies entre un vecteur et une matrice si ces deux ND-arrays respectent les règles du broadcasting que nous avions vues à l'épisode précédent. Donc je vais instancier ici le vecteur B qui contient les valeurs 9, 7, 3, 8. Donc vous pouvez constater ici que ce vecteur a autant d'éléments qu'il y a de lignes et de colonnes dans la matrice précédente, c'est-à-dire 4 éléments. Et là, on va tester les valeurs des éléments de la matrice qui sont supérieures ou égales aux valeurs des éléments du vecteur. Donc regardons ça. Je vais faire matrice B supérieure ou égale vecteur B. J'exécute et là on obtient false, false, true, false, 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 true, false. Ce que je vais faire, c'est que je vais réafficher mon vecteur et ma matrice pour qu'on puisse bien les voir. Donc print matrice B juste au-dessus. Je vais mettre un petit espace. Hop. Donc on a notre matrice B, on a notre vecteur B ici, et la condition c'est supérieur ou égal la matrice B supérieure ou égale à vecteur B. Donc ici, un broadcasting a été opéré sur notre vecteur, il a été transformé en matrice 4, 4, et chaque ligne est égale à 9, 7, 3, 8. Donc regardons, est-ce que 1 est supérieur ou égal à 9? Non, donc c'est false. Est-ce que 2 est supérieur ou égal à 7? Non, donc c'est false. Est-ce que 3 est supérieur ou égal à 3? Oui, donc c'est true. Est-ce que 4 est supérieur ou égal à 8? Non, donc c'est false. Passons à la ligne suivante, on fera juste cette ligne-là comme exemple encore. Donc 5 est-il supérieur ou égal à 9? Non, donc false. 6 est-il supérieur ou égal à 7? Non, donc false. 7 est-il supérieur ou égal à 3? Oui, donc true. Et 8 est-il supérieur ou égal à 8? Eh bien oui, donc true. Donc vous voyez que, encore une fois, le broadcasting est très important puisque notre comparaison entre notre matrice et notre vecteur a été rendue possible grâce à celui-ci. Notre vecteur a été transformé en matrice 4, 4 et on a pu opérer
à une structure conditionnelle sur nos deux éléments pour les tester. Plutôt que d'avoir une matrice ou plutôt un ND-array de booléens, il est possible de récupérer les valeurs qui répondent à la condition. Ici, je vais réinstancier ma matrice B, donc je l'avais instanciée tout en haut. Je vais la remettre en bas comme ça, on ne l'aura pas loin. Et à présent, on veut connaître les éléments de la matrice qui sont supérieurs à 6. Alors là, il y a une écriture pour obtenir ces éléments. Vous faites matrice B, les crochets, et entre crochets, vous écrivez votre condition. Donc ici, on veut les éléments de matrice B qui sont supérieurs à 6. Et là, vous voyez, cela nous donne un ND-array de dimension 1, donc un vecteur avec tous les éléments de la matrice B qui sont supérieurs à 6, à savoir 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On veut connaître les éléments de la matrice qui sont pairs. Reprenons le même type d'écriture, matrice B, et ensuite, entre crochets, on veut matrice B modulo 2 est égal à 0. Ça, le modulo, je n'ai pas expliqué plus haut, mais ça indique en fait si le reste de votre division par 2 entre la matrice ici et 2, eh bien si le reste est égal à 0, ça veut dire que c'est un nombre pair, puisqu'en effet, un nombre pair, quand vous faites une division par 2, eh bien il n'y a pas de reste dans la division, et le modulo permet justement de récupérer le reste d'une division. Donc là, on teste justement les éléments qui sont pairs. Alors, exécutons. Et là, on récupère bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Donc là, on ne récupère pas des booléens, on récupère les valeurs qui répondent à la condition. Donc c'est pas la même chose, c'est également tout aussi intéressant parce que eh bien, dans vos récupérations de données, quand vous allez faire du nettoyage de données, les conditions vont être très importantes pour pouvoir nettoyer vos jeux de données. Alors, on peut effectuer des conditions plus complexes. Ici, on va demander un élément pair est supérieur à 6. Donc, écrivons cela, matrice B. Ensuite, on veut que l'élément soit pair, donc que matrice B modulo 2 soit égal à 0. Ça double égaler le 0. Et ensuite, donc le et, il se désigne par les perluettes en Python. On va faire matrice B supérieure à 6. Et là, vous voyez, on obtient les éléments qui sont à la fois supérieurs à 6 et pairs, donc 8, 10, 12, 14 et 16. On veut les éléments inférieurs à 5 ou les éléments supérieurs ou égaux à 10. Donc là, cette fois-ci, nous avons un ou, nous n'avons pas un et. Faisons ça. Matrice B. Première condition, matrice B inférieure à 5. Le ou se représente ici par la barre verticale ou le pipe en anglais. Et enfin, matrice B supérieure ou égale à 10. Regardons. Donc nous avons les éléments 1, 2, 3, 4 parce qu'ils sont inférieurs à 5, mais nous avons également les éléments supérieurs ou égaux à 10, et ils sont ici 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Une condition un peu plus compliquée, cette fois on va avoir un et un ou, donc les éléments divisibles par 2 et par 3, ou les éléments qui sont supérieurs à 15. Donc on est parti. Je vais faire matrice B, je mets mes crochets. Alors, la première chose, c'est les éléments divisibles par 2. Donc, entre parenthèses, je vais faire matrice B modulo 2 est égal à 0. Ok. On a un et entre les deux, donc je mets un et entre les deux. Les éléments qui sont divisibles par 3. Donc là, à l'heure actuelle, on a codé les éléments divisibles par 2 et par 3. Il faut qu'on rajoute le ou. Je vais mettre des parenthèses ici pour garder mes et hop, bien ensemble. Donc je mets ma pipe pour faire le ou, et maintenant les éléments de matrice B supérieurs à 15. Et là, regardons, 6, 12 et 16. En effet, 6 est divisible par 2 et par 3, puisque 2 fois 3, ça fait 16. Comme 12 est divisible par 6, il est automatiquement divisible par 2 et par 3. Et 16 ici, c'est tout simplement un élément qui est supérieur à 15. Et comme avec le ou, on prend soit ce qui est à gauche, soit ce qui est ici à droite, là, tout simplement, on a récupéré la valeur 16. Donc, notre condition a bel et bien été codée. Avant de voir ce qu'est le squeeze, on va faire un petit point sur les dimensions. Vous allez voir, il y a des petites nuances sur NumPy qu'il ne faut pas oublier. Alors ici, je vais instancier une nouvelle matrice. Je vais l'appeler matrice V3 et c'est une matrice 4 par 3, donc 4 lignes et 3 colonnes. Ici, si je tape type de matrice V3 et que je fais
0, 0, alors on obtient un nombre entier. Ça d'ailleurs, je dois le mettre hop, ici. On obtient un int32 provenant du module NumPy. L'écriture que je vais vous donner ici va nous donner un vecteur. Donc regardons, je tape type, matrice V3, et là, entre crochets, je tape 0,0 Qu'est-ce que ça signifie? Là, à gauche de la virgule, cela signifie qu'on prend la première ligne, donc la ligne à l'indice 0, et à droite, cela signifie que l'on prend les colonnes allant de l'indice 0 jusqu'à l'indice 1 exclu, donc autrement dit, on prend la colonne 0. Finalement, on pourrait se dire qu'on obtiendra le même résultat qu'ici. Et pourtant, ici, on obtient un ND array, c'est-à-dire que nous n'obtenons pas, il n'y a qu'un élément qui est récupéré, c'est l'élément à la première ligne, première colonne. Cependant, c'est un ND array qui va être récupéré et non pas un int32. Alors, on va voir ça ensuite quand je vais vous montrer tous les types les uns avec les autres. Donc là, le dernier type que l'on peut voir, c'est type de matrice V3. Et cette fois-ci, je vais appliquer la même chose aux lignes et aux colonnes. Et là, on obtient un ND array. Alors, il y a une petite modification comparée à celui-ci. C'est ce qu'on va voir. Hop, je vais recréer une petite cellule juste ici. Donc, je vais afficher mes trois sélections, donc indexing et slicing. Et là, vous voyez ici qu'on récupère première ligne, première colonne, mais juste avec 0,0. Ici, on récupère première ligne, première colonne, mais avec ici un indexing 0 et ici un slicing 0,1. Et ici, on récupère la première ligne, première colonne, donc c'est un seul élément comme les autres et le même. Mais là, on fait un slicing 0,1 pour les lignes et un slicing 0,1 pour les colonnes. Regardons. Pour le premier cas, on obtient bien un nombre entier. Pour le deuxième cas, on obtient bien un ND array, mais là, on peut voir que comme il n'y a qu'un groupe de crochets, c'est un vecteur. Et ici, pour cette écriture-là, on obtient deux groupes de crochets, donc on obtient une matrice. Donc là, il faut faire très attention quand vous allez procéder à vos indexing et vos slicing et que vous allez vouloir appliquer des fonctions ou justement la méthode squeeze qu'on va voir juste après. Si vous n'êtes pas conscient de l'élément que vous allez obtenir en sortie, du type de l'élément que vous allez obtenir en sortie, eh bien vous pourrez rencontrer des problèmes sans comprendre d'où viennent les problèmes. Donc ça, c'était quelque chose, une petite nuance qu'il était très important de vous montrer, parce que il est possible que plus tard, dans certains cas particuliers, cela vous soulève des erreurs. Il faudra tout simplement que vous débuggiez votre code. Et ça peut faire partie des bugs qui s'immisceront dans votre code futur. Donc je voulais absolument vous montrer cette nuance avant de vous présenter la méthode squeeze. Cette méthode, justement, va nous permettre d'uniformiser le résultat selon la notation que l'on utilise pour récupérer un élément d'un ND array. Donc laissez-moi vous montrer. Je vais ici faire un print de 3 lignes et à chaque fois je vais réutiliser les écritures que j'ai utilisées au-dessus avec les indexing, indexing slicing et slicing slicing, sauf que cette fois-ci j'applique la méthode squeeze à chaque ligne, donc sur chacun de nos ND arrays ici, pour vous montrer ce que cela donne. Ce que vous voyez, c'est que là notre résultat il est uniformisé, nous n'avons pas un entre crochets et un entre double crochet, nous avons 1, 1, 1. Donc ça nous permet d'obtenir quelque chose de cohérent et d'uniforme. Ce que l'on va faire, juste hop, pour s'en assurer, on va appliquer la méthode shape à chacun de nos squeezes ici. Donc regardons ce que cela donne. J'exécute la cellule et on obtient ici que des parenthèses vides. Cela signifie que nous avons un ND array de dimension 1. Alors on peut regarder, hein, je peux ajouter ici une cellule. Tac, je vais retirer les shapes, les shapes, les shapes. Et je vais tout simplement mettre ici la méthode type sur nos 3 lignes pour qu'on se convainc bien que nous avons des ND arrays. La dernière ligne. Et là, vous voyez, classe numpy.int32, donc c'est même pas un ND array, mais par contre, c'est bien le int32 qui provient de numpy. Et là, nous avons numpy ND array, numpy ND array. Cependant, là, ce sont des ND arrays de dimension 0, donc il est possible de travailler, une fois que ces éléments ont été uniformisés, entre ces éléments, c'est-à-dire procéder à des additions entre eux, etc., ce qui aurait pu être plus compliqué si on avait voulu opérer à des fonctions
entre éléments comme ceci qui n'ont justement pas les mêmes dimensions, la même dimensionnalité. Ok, donc grâce à cette méthode, la dimension redevient la même, dimension 0. On peut ainsi effectuer des opérations sans se soucier des dimensions renvoyées par la notation que l'on a choisie pour récupérer un élément d'un ND-array. Donc, il est également possible d'utiliser np.squeeze pour uniformiser le résultat. À vous de choisir l'écriture que vous préférez. Donc, regardez ici, c'est la méthode np.squeeze plutôt que la méthode .squeeze provenant d'un ND-array ou d'un objet NumPy. Donc là, ça va nous donner exactement la même chose, 1, 1, 1. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez, mais c'est très important de pouvoir uniformiser ces données, puisque ça peut éviter certains bugs à l'avenir si la dimensionnalité des données que vous essayez de faire travailler entre elles n'est pas la même. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et que les notions que j'ai voulu vous enseigner ont été comprises. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Dans le prochain épisode, nous verrons comment générer des données, qu'elles soient aléatoires ou non aléatoires. Et d'ici là, entraînez-vous bien avec NumPy.